Nous sommes le jeudi 4 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bon début de journée. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous en ce début de journée. On va revenir, bien sûr, à l'émission sur le décès de Guy Rocher, grand sociologue qui a marqué l'histoire du Québec. On a appris cette nouvelle-là hier en toute fin de journée. Jean-Philippe Robillard va donc retracer son parcours, également nous faire entendre des réactions. Il y a eu beaucoup de réactions, étant donné la place importante qu'il aura occupée dans le paysage québécois, dans la révolution tranquille également, dans la mise en place du système d'éducation tel qu'on le connaît. Donc, retour sur la disparition de ce personnage, de cette personne importante dans l'histoire du Québec avec Jean-Philippe un peu plus tard. Sinon, déjà en studio avec moi, l'équipe est réunie autour de la table. Julie, Jasmine, Olivier et Véronique. Bonjour à vous trois. Bonjour Mathieu. Alors, c'était beau, ça, c'était tout en cœur. À l'unisson. À l'unisson, c'est bien, c'est bien. Julie, Jasmine, on va vous retrouver plus tard pour le bloc culturel à la fin de l'émission. Et vous allez revenir, entre autres choses, sur Stat. Stat, format. Qui a beaucoup d'admirateurs. Oui. Et qui passe à un format. Et ça fait tout un... Oh, Véronique lève la main. Oui. Ça fait presque un mini-scandale, l'histoire de perdre la quotidienne. Et est-ce que cette émission-là devienne hebdomadaire? Oui, parce que nous sommes 1 400 000 en moyenne. Bon, je suis pas tout seul. Dont Véronique Mérin et Julie Jasmine Boudreau. Je dois être le seul ici. Je pensais à pas suivre. On va Olivier lève la main. convertir. On va J'ai pas osé parler trop fort. OK. Alors, cas dans le ventre, le 60 minutes de Stat. J'ai vu 2 épisodes. J'ai bien hâte de vous en parler. Et un petit mot aussi sur Céline Dion. Oui. On en parle beaucoup en France. Elle a accordé une grande entrevue dans un documentaire sur les 30 ans de l'album 2, album le plus vendu de toute en fait, à travers le monde, dans la francophonie. C'était le 30e anniversaire. Donc ça, je vous en parle, ça fait écho de l'autre côté de l'Atlantique. Parfait, on y revient dans les prochaines minutes à la fin de l'émission. À tantôt, Julie Jasmine. À la météo, d'abord un record, un autre record de chaleur. C'est record sur record. Exactement. Dans l'ouest du pays. Dans l'ouest, mais il n'a jamais fait aussi chaud au Canada en septembre. Donc, on se transporte encore en Colombie-Britannique, du côté d'Ashcroft. Donc, 40,8 hier. On a éclipsé la marque de 40 à Layton mardi. Alors, nouveau record national. Le record absolu canadien, lui, reste détenu par la municipalité de Layton. Il avait fait 49,6 en 2021, au mois de juin. Ouais, on se souvient de ça. On se souvient de ça. Donc, voilà, nouveau record national hier du côté de la Colombie-Britannique. OK, faisons maintenant le tour des prévisions de ce qui nous attend aujourd'hui parce que il y a encore de la chaleur au menu. Il y a encore de la chaleur au menu. C'est aujourd'hui que, en fait, les conditions vont commencer à changer graduellement. Donc, secteur chaud, oui, des températures qui rejoindront facilement 26-28 degrés. Assez humide aussi. Ça va être assez venteux. Tendance à l'ennuagement. Donc, la matinée est belle. L'Estrie, Québec, on va profiter d'une belle journée. L'ennuagement va se faire assez tard ce soir. Et les précipitations commenceront en mi-journée du côté de l'Outaouais. Ça franchira la région de Montréal au cours de la fin de la journée, début de soirée, 18-19 heures à peu près, là, autour de ça. C'est un front qui passe. Donc, quand ça arrive, les vents sont plus forts. On sent un petit contraste de température soudain derrière, averse, risque d'orage au passage. Et derrière ça, ça va se dégager graduellement, soit en fin de nuit ou tôt demain matin. Alors, on retrouvera des conditions agréables pour ce qui est de la journée de demain, mais des températures plus fraîches, 23-24 degrés pour demain. La fin de semaine, c'est pas complètement gagné. Je dirais que les températures seront plus fraîches. On retient 18-21 degrés, variable dimanche. Samedi, il y a le passage d'un petit système, là. Donc, oui, il y aura des éclaircies, mais quelques petites averses éparses au cours de l'après-midi aussi. Ces averses-là qu'on attend, nous, en fin de journée, on les retrouve déjà du côté de l'Abitibi ce matin. Ça va cesser graduellement. Il y aura des éclaircies par la suite. La quinzaine de degrés en Abitibi aujourd'hui. On demeure sous le soleil. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, 23-25. Ça s'ennuagera ce soir. Les averses arriveront cette nuit. La Gaspésie, la Côte-Nord, du beau temps aussi. Il fera beau encore demain. L'ennuagement se fera plus tard vendredi soir. Les températures oscillent entre 22 et 25. Plus frais sur le nord de l'Ontario. On le voit, le passage du front, 13 à 15 degrés. Vers Thunder Bay et Sudbury, un ciel qui redevient variable. Toronto, Windsor, Ottawa. Les averses sont présentes du côté de Toronto, Windsor ce matin. Ça va cesser graduellement. Il y aura éclaircie par la suite. 19-20 degrés.
24 à Ottawa, ça commence en mi-journée, les précipitations. Et dans l'ouest, on maintient la chaleur du côté de la Colombie-Britannique avec un avertissement en ce qui a trait à la qualité de l'air. 24 à 29 aujourd'hui. C'est plus frais dans les prairies. Edmonton, Calgary, 16, 19 sous un ciel variable, bien enfumé cependant, avec des avis sur la qualité de l'air. Venteux du nord sur le sud de la Saskatchewan, 14 aujourd'hui. Il y aura quelques averses et un peu de pluie à Winnipeg également, pas plus que 10. Donc, les contrastes sont très frappants dans l'ouest et il y aura remontée du mercure encore dans les prochains jours, dans l'ouest seulement. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Ouais, généralement, avec Olivier, on entend des descripteurs des fins de match spectaculaires, mais là, ce qu'on entend, c'est une manifestation. Il faut dire que c'est en cyclisme, ces manifestants qui sont très présents depuis le coup d'envoi du Tour d'Espagne. Ils ont forcé des manifestants pro-palestiniens, forcé l'arrêt de la 11e étape hier, Olivier, à Bilboa. C'est l'étape qui se déroulait hier, effectivement. Ils étaient très présents. Ils le sont depuis le début du Tour parce qu'on les a vus tenter de bloquer la route de l'équipe Israël Premier Tech lors de l'épreuve le contre-la-montre par équipe. On les a vus aussi parfois aller sur la chaussée, tenter de déranger les cyclistes. On avait beaucoup parlé d'ailleurs de ces manifestants en parlant du danger qu'ils représentent pour les cyclistes qui se sentent de moins en moins en sécurité sur le parcours du Tour d'Espagne. Et hier, on a pris acte de la présence d'une grande foule de manifestants pro-palestiniens à la fin du parcours d'hier de cette 11e étape. Et on les sentait très bruyants, peut-être très galvanisés aussi. Et ce qu'on a préféré faire pour les organisateurs de la course, c'est de décourter l'épreuve d'hier. Donc, à 3 km de l'arrivée, on a décidé donc d'arrêter la course pour éviter peut-être des événements malheureux, pour tenter de protéger justement les cyclistes. Et il y a eu maintes réactions par la suite, entre autres le directeur technique du Tour d'Espagne, un peu, à bout de ressources pour prendre décision. Ce qu'il souhaiterait, et c'était à mot couvert, c'est que l'équipe Israël Premier Tech soit retirée de l'événement justement pour protéger les autres cyclistes qui prennent part à cette course. Mais en même temps, ce n'est pas entre ses mains. Il est en discussion avec l'Union cycliste internationale pour tenter de trouver une solution à tout ça. On dit mettre les bouchées doubles pour tenter justement de peut-être augmenter la sécurité autour des cyclistes qui participent à cette épreuve. Et l'équipe Israël Premier Tech, elle aussi, a réagi hier en disant qu'elle ne se retirera pas, elle, du Tour. Dans le communiqué qui a été rendu public hier, ce qu'on dit, entre autres, on dit que Israël Premier Tech est une équipe cycliste professionnelle. À ce titre, elle reste déterminée à participer à la Vuelta. Toute autre décision créerait un dangereux précédent dans le monde du cyclisme, non seulement pour Israël Premier Tech, mais aussi pour toutes les autres équipes. Donc, on la sent déjà décidée à terminer ce tour, à passer un message peut-être. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui commence à déranger au sein du circuit de cyclisme professionnel. C'est pas une équipe nécessairement de premier plan, donc peut-être que certains aimeraient en disposer peut-être plus rapidement, mais on sent là, qu'il y a certainement là, une situation qui dérange. Reste à voir aujourd'hui pour cette 12e étape. Est-ce qu'il y aura davantage de manifestants? On les voit de plus en plus nombreux. On sait que ça peut faire un effet boule de neige, donc il faudra certainement surveiller la 12e étape d'aujourd'hui. Au tennis, Félix Auger-Aliassime qui s'est qualifié pour les demi-finales aux internationaux des États-Unis. Oui, ça, c'est après une belle victoire hier face à Alex de Minaur en 4 manches. Un match qui a, loin d'être parfait, a été plutôt bon quand même pour Félix Auger-Aliassime qui a reconnu certaines fautes au cours de la rencontre, a manqué peut-être de sensations en première manche qu'il a perdu face à de Minaur, mais par la suite est allé chercher les 3 suivantes pour se qualifier pour les demi-finales des internationaux des États-Unis. On en a parlé cette semaine. Il retrouve ses demi-finales. Il y était en 2021. Beaucoup de choses ont changé depuis. Il se sent en confiance. Il se sent prêt pour ce défi. Et ce sera tout un défi parce qu'il aura la première raquette mondiale, Yannick Sinner, devant lui. Sinner a disposé facilement de son compatriote Lorenzo Musetti hier en 3 manches. Donc, ce sera tout un défi. Et sinon, en double féminin, il faut mentionner par contre que Gabriela Dabrowski, elle sera de la finale avec sa partenaire Erin Routliffe. Donc, une belle représentation canadienne lors de ces derniers matchs des internationaux des États-Unis. On sait c'est quand, le prochain match de Félix Auger-Aliassime? Félix, ce sera demain, tout comme Gabriela Dabrowski. Donc, vendredi, les 2 matchs. Aujourd'hui, ce sont les demi-finales féminines en simple. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir.
ce jeudi 4 septembre, ce qui fait la une des différents quotidiens ce matin, on regarde ça ensemble dans la Presse Plus. On titre des idées noires, conseils mortels. Ça rejoint un peu un article publié plus tôt cette semaine dans le National Post sur des personnes en détresse qui consultent des robots conversationnels comme ChatGPT. La presse écrit: un adolescent aux prises avec des idées noires peut facilement obtenir des méthodes détaillées pour se suicider auprès de robots conversationnels nourris par l'intelligence artificielle. C'est ce que démontre une expérience de la presse qui s'est mis dans la peau, qui a créé, si vous voulez, une adolescente fictive ayant des problèmes, disons, de santé mentale ou étant dans des moments de sa vie qui sont tristes, et a commencé donc à conversationner, à parler avec le robot conversationnel. Et évidemment, lorsqu'on pose des questions, le constat, c'est qu'on donne rapidement des numéros d'aide pour les personnes qui veulent parler, mais que lorsque, par exemple, on décide de créer une fiction, on dit que c'est pour une œuvre de fiction, par exemple, pour l'école, eh bien là, des robots conversationnels ont donné des détails, et c'est ça qui est très préoccupant, des détails, des façons de se suicider. Et il y a un expert interrogé par la presse dans l'article, qui est le PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui dit: s'il y a une chose qui est importante en prévention du suicide, c'est de ne pas parler des moyens. Or, c'est ce que les journalistes de la presse ont été en mesure de faire, d'obtenir de façon très détaillée des moyens pour s'enlever la vie à l'aide de ces robots conversationnels, en disant que tout ça était pour créer une œuvre de fiction. Donc, article intéressant à lire en une de la presse, préoccupant également. On demande d'ailleurs à ce que ces règles soient resserrées en ce qui a trait à ces robots conversationnels et également ces idées suicidaires. Donc, à lire dans la presse de ce matin. Et sinon, le Journal de Montréal fait sa une avec Félix Auger-Aliassime. D'ailleurs, rien ne l'arrête. Félix atteint les demi-finales du US Open, titre le Journal de Montréal, qui nous parle également à sa une de gens décorés par l'Assemblée nationale malgré une fraude majeure. Ce sont 2 hommes d'affaires montréalais, écrit le journal, qui ont reçu des médailles d'argent, des médailles en fait de l'Assemblée nationale malgré une fraude fiscale majeure, une amende record en environnement et des relations syndicales houleuses. Ce sont 2 hommes d'affaires, Mike Yuval et Jack Sofer, fondateurs d'une firme immobilière, la firme Tidan. Donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal. En une du Devoir, on revient sur Guy Rocher, un architecte moderne du Québec moderne, titre le quotidien. Éducation, laïcité, démocratie, droit. Rien de ce qui concernait le Québec moderne n'était étranger à Guy Rocher. On va y revenir dans les prochaines minutes, d'ailleurs, avec mon collègue Jean-Philippe Robillard. Il est aussi question du TIFF, le Festival international du film de Toronto, qui fête ses 50 bougies. Malgré la compétition de festivals concurrents, l'événement torontois demeure toujours un incontournable, écrit François Lévesque, envoyé spécial du Devoir à Toronto. En une du National Post de ce matin, on revient en une avec cette photo de Pierre Poilievre devant un drapeau canadien. Pierre Poilievre, le chef conservateur, qui a appelé mercredi les libéraux à abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il dit comme argument que ça provoque une crise de l'emploi chez les jeunes Canadiens. Il a montré du doigt, entre autres, des chaînes comme Tim Hortons ou Booster Juice qui emploient des étudiants étrangers plutôt que des travailleurs locaux. C'est à lire en une du Globe and Mail. Sinon, en une du site Internet de Radio-Canada, c'est la CAQ qui reporte son caucus de rentrée. Sébastien Bovet nous dit qu'à moins d'un revirement de dernière minute, François Legault va annoncer ce matin qu'il reporte le caucus précessionnel de ses députés, prévu mardi et mercredi prochain à Thetford Mines. On sait qu'il y a également un remaniement ministériel dans l'air. J'allais dans toutes les écoles, dans tous les milieux. Et alors là, j'étais très frappé par les inégalités. Et ça m'est toujours resté. C'était mon premier grand choc devant les inégalités sociales. On vient d'entendre le sociologue Guy Rocher, qui est mort hier à l'âge de 101 ans. Artisan de la Révolution tranquille, il est un des principaux architectes du système moderne d'éducation au Québec. Jean-Philippe Robillard est en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On peut dire effectivement que c'est une des grandes figures intellectuelles du Québec qui s'est éteinte. Il n'y a pas de doute, c'est un de nos grands penseurs dont la contribution au Québec d'aujourd'hui, au
Québec moderne est importante. Les Québécois, Mathieu, lui doivent beaucoup. C'est l'un des principaux, vous l'avez dit, un des principaux artisans du système d'éducation tel qu'on le connaît aujourd'hui, là, c'est-à-dire un système qui est laïque, un système également avec des cégeps. Parce que dans les années 60, Guy Rocher a participé à la commission parents, là, on se souvient, qui était chargé de réformer l'éducation au Québec, là, qui était sous l'emprise du clergé à l'époque. Une commission qui a débouché, qui a amené à la création du ministère de l'Éducation dans les années 60, mais également à celle des collèges d'enseignement général et professionnel. Et l'objectif de tout ça, Mathieu, c'était d'augmenter la scolarisation ce qu'on appelait à l'époque des Canadiens français, des Québécois. On écoute l'auteur, journaliste et biographe de Guy Rocher, Pierre Duchesne, qui nous parle du rôle qu'a joué M. Rocher dans cette commission, mais également dans la transformation du réseau de l'éducation. Il propose la création du ministère de l'Éducation. C'est fini le temps où il y avait environ 25 hommes en robe, des évêques, qui décidaient de la façon d'enseigner, qui formaient les profs, qui dirigeaient les écoles, donc qui prenaient le contrôle de tout. C'est terminé. École secondaire publique, mixte. On embarque les jeunes filles, on les met sur le pied d'égalité. Création, invention des cégeps. Oui, c'est intéressant. Toujours dans les années 60, Guy Rocher a également participé à la création de l'Université du Québec à Montréal. Vraiment une contribution majeure au réseau de l'éducation. Il a joué aussi un rôle dans le gouvernement de René Lévesque. Oui, où il a été sous-ministre. Ça, c'était pendant le premier mandat du gouvernement de René Lévesque, où il a participé à la rédaction de la Charte de la langue française, en fait de la loi, ce qu'on appelle communément de la loi 101, c'est en 1977. Guy Rocher, Mathieu, a consacré 50 ans de sa vie à l'enseignement. Il a formé des générations de sociologues. C'est d'ailleurs un chercheur, un sociologue de renommée internationale qui est connu partout dans le monde. Le philosophe et essayiste Normand Baillargeon nous dit ce que représente pour lui Guy Rocher, mais également pour le Québec. C'est quelqu'un qui, dans ma vie, a joué un rôle important. C'est un héros pour moi, ce monsieur-là. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Et sincèrement, je pense que le Québec tout entier devrait admirer énormément cet homme-là. On l'a dit déjà, je l'ai croisé à quelques reprises. Il incarnait des valeurs, des vertus auxquelles je suis très attaché personnellement. Il incarnait ces valeurs-là, monsieur Rocher. Moi, j'ai croisé dans ma vie des très, très grandes personnes, des très grands philosophes, des très grands écrivains. C'est presque une constante. Ils sont toujours gentils et généreux. Monsieur Rocher est exactement comme ça, d'une grande gentillesse, d'une grande générosité. Et Guy Rocher, Jean-Philippe, a été de tous les combats dans l'actualité, de la prise de parole publique jusqu'à la fin. Oui, pour l'éducation, pour la laïcité en 2019, il y a 96 ans, quand il se rend, Mathieu, à Québec pour appuyer la loi sur la laïcité du gouvernement Legault. Pendant le printemps érable, il s'est rangé du côté des étudiants. Il a même porté le carré rouge. On écoute Guy Rocher nous parler de l'importance de l'éducation. L'avenir, c'est dans la jeunesse. L'avenir, c'est dans le système d'éducation. L'éducation devrait être une priorité nationale constante, permanente. Le premier ministre du Québec, François Legault, lui a rendu hommage en disant de lui qu'il était un sociologue et intellectuel engagé qui a ouvert les portes du savoir à toute une génération dont l'œuvre et la voix, selon François Legault, vont continuer d'éclairer le Québec moderne. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Julie Jasmine est de retour en studio à cette heure-ci. Donc, rentrée télévisuelle à partir de la semaine prochaine. La plupart des quotidiennes, des émissions hebdomadaires que l'on aime suivre vont être de retour en ondes. Et vous avez vu Stat, format 60 minutes. Je passe ma vie dans des visionnements en ce moment. Manger des petits fours à 10 heures le matin. Encore des petits fours. Alors, bien. oui, on va jaser de stats, bien sûr, format 60 minutes. Et je dois vous avouer que moi, la finale du mois d'avril dernier m'avait laissé un peu perplexe. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses en même temps, beaucoup de tiroirs d'ouverts, la naissance prématurée du bébé Daniel, le système informatique piraté, la casse des citoyens en colère qui vire à l'envers l'hôpital, la démission en bloc des médecins, Laurent Lamy, le grand patron, amoché par les violents, et la grande patronne kidnappée. On avait eu ça, là. OK? Donc là, méchante finale. C'en était toute une. Et là, je dirais que Saint-Vincent tient avec de la broche et que l'urgence roule quand même grâce à notre
notre héroïne. Là, je parle d'Emmanuelle Saint-Cyr, c'est Suzanne Clément, bien sûr, qui est zombie quand même. Elle est sonnée par tout ça. Et la grande question, c'est a-t-elle sauvé son détestable patron? Je ne vous le dis pas. Je vous garde ça pour mardi prochain pour votre écoute, bien sûr. Mais ce que je dirais, ce qu'on retrouve dans ce format 60 minutes, c'est la même précision dans les dialogues. Et ça, c'est bien évidemment la plume de Marie-André Labbé. Je vais vous faire entendre un petit bout où Bruno, donc c'est Daniel, Bruno Marcil, il se demande si son fils va survivre son grand prématuré de petit garçon. Le bébé, comment il va? Je sais-tu comment il va, moi? Il est comme un gâteau sorti du four à mi-cuisson. Il respire pas par lui-même, je peux pas le prendre dans mes bras, puis sa mère est encore en salle de réveil. Là, je suis là comme un beau maillet au milieu d'un hôpital, il n'y a plus de personnel, quellement le goût de le voler pour l'amener chez nous, pour m'en occuper tout seul. Ben non, là, il y a du personnel remplaçant qui est arrivé. T'as confiance à ça, toi, du personnel remplaçant? Ben oui, c'est des médecins et des infirmières comme nous autres, c'est juste qu'on les connaît pas, là. Ce monde-là, s'ils sont disponibles sur demande, là, ça doit pas être les meilleurs de leur cohorte, hein? Alors, est-ce qu'on a l'impression qu'on étire la sauce dans ce format-là? Absolument pas, parce qu'on va ajouter encore plus d'intrigues concernant les patients. Et là, je vous le dis, ce sont des cas percutants qui vous attendent. Un enfant de 6 ans qui a un bobo étrange dans la bouche, un jeune adulte qui a des segments suspects à l'estomac, ou, comme je le disais, l'histoire de Daniel et son grand prématuré. Alors ça, je vous le dis, ces histoires-là vont vous virer à l'envers. J'ai pleuré 3 fois, Mathieu. OK, en 2 épisodes. Mais il va falloir juste être un petit peu plus patient entre la fin de l'épisode et le début de l'autre. C'est ça le problème. Une fois par semaine. Mais c'est un beau problème quand même. Parlons de la chaîne française M6, ça fait beaucoup jaser en Europe, a diffusé donc hier soir le documentaire Céline Dion raconte 2. Absolument. On disait 30 ans cette année de cet album mythique le plus vendu à travers toute la francophonie, en fait. Là. Puis, ça dure 2 heures. C'est impossible de le voir ici. Mais là, plusieurs médias français rapportent un peu ce qu'on apprend là-dedans, des anecdotes de Céline Dion parce qu'elle donne de rares entrevues. On connaît sa situation de santé, bien sûr. Il y a des archives commentaires de René Angélil là-dedans, du matériel de coulisses. Et ce matin, le site Pure Charts, vous aurez noté, je l'ai dit à la française. Oui, Pure Charts. Note top ou flop. Est-ce que l'audimat était au rendez-vous? Ben, ça a été quand même la 3e émission la plus écoutée hier soir en France, avec une part de marché de 10 sur les 4 ans et plus. Et là, ce qu'on raconte aussi, en général, parce qu'évidemment, j'ai vu que quelques petits extraits, mais vraiment très, très peu, que Céline Dion ne s'est pas économisée sur les formulations truculentes ou encore les anecdotes. Et bien sûr, elle revient sur le fait que Jean-Jacques Goldman lui a appris à déchanter. Ce que nous savions déjà, nous, ici, grâce au balado disponible sur audio. Oui, on a quand même eu beaucoup d'informations et de coulisses, finalement, de la création de l'album 2. Et d'ailleurs, je vais vous faire entendre, quand je vous disais Céline va dans les émotions, à quel point ça a été un tournant dans sa carrière 2. On va l'écouter. J'ai toujours voulu être aimée en France. Et ça a toujours été un peu difficile. Il m'a donné la chance d'être la bienvenue chez vous, en France. Oui. Effectivement, émouvante. Et puis, je termine là-dessus. Ce matin, Le Parisien, le grand quotidien, en fait, dans les dernières heures, a révélé qu'elle aurait dû chanter à la finale d'Eurovision en mai dernier, elle qui avait remporté la finale 37 ans plus tôt, mais que sa condition de santé ne lui permettait pas. Ah, il y avait beaucoup de rumeurs à l'effet qu'elle devait être là, et finalement, on comprend pourquoi maintenant. On a voulu la protéger. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Voilà pour cette édition. Dans la une, vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.